Quand on sait que plus d'un enfant sur 10 est touché, tous les gens qui agressent ne sont pas des gens très bizarres dans la rue qu'on n'a pas envie de croiser. On sait que l'espérance de vie des personnes victimes de viols dans l'enfance et d'agressions sexuelles est diminuée de 20 ans. En fait, s'il y a un seul enfant à sauver en France en faisant de la prévention maternelle, eh ben on fait de la prévention maternelle. Je crois que ce qui est important de dire aux enfants, c'est qu'il y a des adultes qui sont défaillants et développer leur esprit critique. On fait quoi pour ces enfants qui ont 2, 3, 4, 5 ans? On leur dit bah, attends le CM2, attends la 6e, on t'en parlera. Là, on dira que c'est interdit, tu vas en parler. Salut. Écoutez, en ce qui concerne les violences sexuelles sur les enfants, les stats, les chiffres, etc., je m'en balance. C'est moi le parent, c'est moi qui gère. À la rigueur que les parents qui ne se sentent pas à l'aise avec ces questionnements aient la possibilité de demander à l'éducation nationale de s'en charger, c'est ok. Mais arrêtons de déposséder les parents de l'éducation de leurs enfants parce qu'il existe des parents qui ne font pas leur rôle de parents. Ça, c'est un message que j'ai reçu sur les réseaux sociaux lorsque j'ai pris la parole concernant les VARS, dans un contexte où, selon des expertes, et notamment Sarah Durocher, qui est la présidente nationale du planning familial que j'ai pu écouter, 38% des adolescents pensent qu'il existe des médicaments pour guérir du sida, et 40% pensent que le paracétamol est un contraceptif. On comprendra rapidement qu'il est au moins question de santé publique lorsque les VARS est abordé. Mais les VARS, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle. J'ai dit sexuelle. Mais d'où ça vient? Eh bien, de la loi. Et ce depuis 2001. Concrètement, ceci nous dit qu'une information et une éducation à la sexualité sont dispensées dans les écoles, les collèges et les lycées à raison d'au moins 3 séances annuelles et par groupe d'âge homogène. Mais dans un rapport daté de septembre 2022, l'Inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche indique qu'en réalité, seuls 15% des élèves bénéficieraient de ces 3 séances chaque année, qui sont pourtant obligatoires. Alors dans les faits, qu'en est-il? Comment cela se passe-t-il vis-à-vis des enseignants, des familles, des enfants? Quels enjeux? Par qui? Pour qui et pourquoi? Pour aborder ces questions, et bien d'autres encore, bienvenue dans ce 2e numéro d'Histoire extrascolaire, avec au programme, justement, un retour sur quelques idées reçues concernant les VARS, une rétrospective des enjeux défendus par cet enseignement via les textes, une entrée aussi dans l'école avec ce que l'institution propose dans la prévention des violences sexuelles faites aux enfants. Tout cela agrémenté d'anecdotes et de retours de terrain avec 2 invités de choix qui nous font l'honneur de leur présence. La première est musicienne et autrice, engagée sur la question des violences sexuelles commises sur les enfants. Ses ouvrages, Le Loup, C'est mon corps, ou Tes droits et tes besoins comptent, en collaboration avec le juge Édouard Durand, sont à mettre entre toutes les mains. La seconde est d'abord journaliste, puis aujourd'hui enseignante et podcasteuse. Sa création originale, C'est quoi l'amour maîtresse? Est d'ailleurs à écouter attentivement si vous voulez avoir un aperçu de la manière dont se déroule cet enseignement dans les classes. Maëlyn Chapiron et Lolita Rivet, bonsoir et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonsoir. Comment allez-vous? Bonsoir, très bien. Et toi? Ça va très bien, merci. Ça va très bien. Est-ce que vous pourriez chacune de votre tour nous dire, à nous les téléspectateurs qui sommes là, ce qui vous a motivé à entrer sur ce champ des violences sexuelles commises sur les enfants, ce qui motive votre engagement sur cette question-là, s'il vous plaît? Bien sûr. Alors, je crois que pour parler des violences sexuelles, ça vient jamais par hasard. Donc, moi, j'ai été victime d'agressions sexuelles dans l'enfance. J'ai été agressée par mon grand-père à l'âge de 7 ans. Et je n'avais jamais décidé d'en parler. J'avais compris au fil du temps ce qui m'était arrivé et j'en avais fait mon affaire, mais j'avais jamais décidé d'en parler. Mais finalement, ça m'a rattrapée. Donc moi, il n'y a pas si longtemps que ça, j'étais chanteuse, j'avais une carrière de chanteuse, je faisais des tournées, des albums, etc. Mais ça m'a rattrapée. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça m'a empêchée. Ça m'a empêchée et j'ai dû retourner dans cette histoire, j'ai dû faire une analyse, etc. Et ben à un moment, j'ai écrit une chanson là-dessus. J'ai écrit une chanson qu'au départ, je n'avais pas comprise. Et c'est pendant mon analyse, en fait, que j'ai compris cette chanson. En fait, au début, je pensais que je parlais d'une situation de femmes victimes de violences conjugales dans cette chanson. C'était une chanson qui était très différente de toutes les chansons que j'étais en train de faire. J'étais en écriture de mon 2e album. Et finalement, quelque chose comme 5 ans après,
ça m'a sauté aux yeux que cette chanson parlait d'un sentiment qui était le mien, que j'avais ressenti quand j'étais enfant, qui était le sentiment d'insécurité d'un enfant qui vit l'inceste dans sa propre famille. Et donc, comprenant ça, comprenant que j'en parlais malgré moi, comprenant que même si j'en avais pas envie, j'allais le faire, je me suis dit, ok, je vais en parler, mais je vais en parler et je veux que ça serve à quelque chose. Je veux qu'on m'entende et je veux que ça serve à quelque chose. Donc c'est à partir de ce moment-là que j'ai fait tout ce projet que j'ai créé cet outil qui s'appelle Le Loup et qui est un outil de prévention des violences sexuelles à destination des enfants. Merci pour cette réponse complète. La chanson en question, c'est... Le Loup. Le Loup, n'est-ce pas? Je ne voulais pas le dire à ta place. Merci beaucoup. Et toi, Lolita, qu'est-ce qui a motivé ton engagement sur ces questions-là? Moi, c'est vraiment de devenir enseignante. Je suis devenue, c'est une reconversion, je suis devenue maîtresse d'école il y a 7 ans. Et c'est par l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle que je suis rentrée dans la prévention aux violences sexuelles. Mais d'abord, c'est vraiment venu parce que on oublie souvent ce qui se passe à l'école en grandissant. Mais en fait, c'est un lieu qui est assez violent pour les enfants, surtout entre eux. Donc il y a beaucoup d'insultes. Il y a beaucoup d'insultes sexistes, homophobes, racistes, grossophobes dans les cours d'école. Et il y a aussi beaucoup de non-respect du consentement des enfants, entre eux déjà. Et il y a aussi une grande méconnaissance du corps, de comment fonctionne le corps, de ce qu'on peut faire, pas faire. Et ça, je m'en suis rendu compte parce qu'au début, j'avais des CM1, CM2, donc ils sont quand même 9-10 ans, c'est des grands. Et je me suis dit, mais on ne peut pas les laisser se parler comme ça, se traiter comme ça, vivre ces choses-là à l'école. Et donc j'ai commencé à faire des débats sur ces questions-là. Et petit à petit, en m'intéressant à ce qu'était l'éducation, les VARS, j'ai creusé et j'ai vu qu'en fait, c'était aussi à moi de faire cette prévention. Parce qu'évidemment, c'est un peu au moment où est arrivée la Civise et qu'on a appris qu'il y avait un enfant sur 10 qui était concerné, donc au moins 3 enfants par classe. Et c'est là que je me suis dit, ok, en fait, c'est mon travail de faire cette prévention, parce que les violences contre les enfants, elles arrivent dans la famille en grande majorité. Absolument. Merci également pour toutes ces précisions. Alors, dans l'introduction, moi j'ai dit le mot sexuel, et je sais que, par expérience, et peut-être que tu iras dans mon sens, peut-être toi aussi d'ailleurs, que c'est le mot qui finalement crispe le plus de choses chez les parents, chez les associations de parents, mais aussi au sein de l'institution, chez les enseignants. Il n'y a pas très longtemps, Lolita, au mois de mars, on a eu l'occasion de se rendre à l'Assemblée nationale ensemble, justement, pour pouvoir parler de cette question de l'EVARS, et j'aimerais qu'on visualise un petit extrait de mon intervention et qu'on revienne ensuite dessus, justement par rapport à cette question de la sexualité et de ce que ça voudrait dire. On sait que maintenant le terme sexualité a été déplacé pour ne rester que sur le secondaire. Voilà. Et pourtant, Lolita l'a très bien dit, je crois, eh bien ces questions s'imposent aussi à nous en élémentaire. Et ce n'est pas parce qu'on déplace le terme que ça veut dire que la réalité change pour autant. Et je pense que ce qu'il faut faire, ce qu'il faudrait réussir à faire, c'est, et là je reprends un terme qui est très à la mode en ce moment, faire un peu plus de pédagogie pour expliquer au public, à ceux et celles qui n'auraient pas encore compris les enjeux, le véritable sens du mot sexualité, parce que on a ce biais-là en tant qu'adulte de projeter nos propres définitions sur ce terme, alors que les enfants ne voient pas du tout comme nous l'entendons. Ça c'est très important de le dire. Une dernière chose peut-être, parce que j'ai bien cru comprendre que le temps était réduit, c'est que il y a aussi l'histoire de l'image qu'on cherche à renvoyer. Voilà. On est dans un lieu ici politique, emblématique, et au moment où le Premier ministre est dans certaines histoires, et que certains souvenirs de son passé, où il a posé les mains sur un enfant notamment, où il était a priori, je dis bien a priori, parce que la justice fera son œuvre, peut-être au courant de certaines choses ou pas. Eh bien, on a l'impression qu'en déplaçant ce terme, quelque part, on est peut-être aussi en train de cautionner une certaine vision de notre société. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que chez les petits, il faut ou il ne faudrait pas parler de sexualité? Évidemment qu'il faut en parler. Alors, c'est sûr que c'est un terme qui crispe beaucoup de gens. Parce que quand on entend sexualité, comme on a nous-mêmes pas reçu d'éducation à la sexualité, on pense tout de suite à la sexualité adulte et aux pratiques sexuelles. La sexualité, c'est pas que ça. C'est notre rapport à notre corps et au plaisir. Et donc les enfants, depuis le plus jeune âge, et donc tous les gens qui ont des enfants normalement ont pu l'observer, les enfants découvrent leur corps, donc ils vont se rendre compte que ça fait plaisir, ça fait du bien quand on caresse le bras, et puis ils vont eux-mêmes se rendre compte que quand ils touchent leur partie intime, ça leur donne des sensations.
Les enfants ne le découvrent pas au même âge. Il y en a, c'est très tôt, c'est bébés, d'autres c'est 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, d'autres beaucoup plus tard. Mais les enfants ont un corps, s'en rendent compte et ont des sensations. Et en fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on ne parle pas de ça aux enfants. Donc les enfants ressentent des choses, vivent des choses, et on ne leur en parle pas comme si ça n'existait pas. Donc ce qui se passe le plus souvent, c'est que les enfants grandissent, comme nous on l'a sûrement tous fait, en ayant honte de son corps, en ayant honte de se toucher, en ayant honte de ressentir ces choses-là, parce que ça n'existe pas nulle part. Et donc ils ont l'impression qu'ils ont un problème. Et je dis ça parce que moi je suis enseignante, j'ai fait plusieurs niveaux, et j'ai découvert, en étant enseignante de maternelle, que beaucoup d'enfants de 3, 4, 5 ans toucher leur partie intime très régulièrement. On n'appelle pas ça de la masturbation à cet âge-là, mais plutôt de l'autostimulation. Et c'est une façon pour eux soit d'avoir du plaisir, soit de se détendre, soit de se déstresser. En tout cas, c'est quelque chose qui leur fait du bien. Et donc, il faut, à cet âge-là, leur expliquer que c'est très chouette de toucher son corps, que ça donne des sensations super agréables, mais que c'est l'intimité et qu'il faut le faire dans sa chambre, dans son bain, quand on est tout seul. Et surtout, qu'ils sont les seuls à pouvoir toucher à cet endroit-là. Et juste ça, c'est parler de sexualité, c'est poser des mots clairs et des limites claires, et c'est aussi, on va en parler, mais protéger les enfants en leur expliquant que leur corps leur appartient et que personne n'a le droit de les toucher à part eux. Absolument. Quand ils sont prêts à se laver, alors je dis ça parce qu'il y a beaucoup de parents qui vont me sauter dessus. Évidemment que les plus petits, on a besoin de les nettoyer, de les laver, de prendre soin de leur intimité. Mais encore une fois, on peut le dire, on peut le verbaliser. C'est-à-dire quand on nettoie un enfant, on lui explique, là je vais te nettoyer la vulve, le pénis, l'anus, les fesses, parce que t'es sale, je t'aide. Voilà, je t'explique ce qui se passe. Mais en tout cas, il faut en parler. Dès que l'enfant est autonome, on peut le laisser se débrouiller. C'est intéressant ce que tu viens de dire. Je voulais te poser la question à toi, Maïlane, mais les termes que tu as employés, alors moi maintenant j'y suis habitué parce qu'il y a tout un jargon, mais je pense que pour certains parents ou pour certaines personnes qui n'ont pas d'enfants ou qui sont peut-être un peu plus prudents sur les termes que tu viens d'employer et qu'on retrouve aussi dans tes ouvrages, Maïlane, peuvent choquer certains. C'est-à-dire que là tu viens de donner les véritables noms des parties intimes. Et ça c'est aussi quelque chose qu'on ne fait pas, que les parents ne font pas. Moi, dans mon entourage, en tout cas, c'est pas quelque chose, et je pense que c'est aussi démocratiser le sujet quelque part, de dire les véritables termes. Ou plutôt, peut-être que je pourrais vous le dire autrement et vous poser la question, est-ce qu'il faut dire les véritables termes et si on ne le fait pas, pourquoi est-ce qu'il ne faudrait pas le faire? Qu'est-ce qu'on gagne en fait à ne pas dire les termes pour ce qu'ils sont? Pourquoi est-ce que nous, en grandissant, on n'a pas grandi avec ces termes-là? Moi, j'aime beaucoup ce que fait Maïlane dans ses livres, c'est qu'elle met tous les mots. À savoir qu'on peut appeler les parties intimes comme on veut. Il y a plein de petits noms super. Mais donner le vrai nom de ces parties intimes-là aux enfants, c'est leur donner du pouvoir, en fait. C'est leur dire, en fait, voilà le mot scientifique, médical. Ça, c'est l'épaule. Ça, c'est le nez. Ça, c'est le crâne. Ça, c'est le coude. Et puis, les parties sexuelles, c'est vulve, pénis, anus, fesses. Donc déjà, c'est leur donner ce pouvoir de voilà le vrai nom. Les enfants, ils adorent savoir les vraies choses. Voilà. Ça ne veut pas dire que c'est des choses qui ne sont pas de leur âge du tout, au contraire. Ils adorent savoir les vraies choses. Après, on peut appeler ça zézette, zizi, trilili, ce qu'on veut. Et je vois en tout cas dans mes classes qu'il y a de plus en plus d'enfants qui connaissent les vrais noms des parties intimes. Donc il y a beaucoup de filles, enfin beaucoup, non j'exagère, mais il y en a au moins 2-3 par classe maintenant qui vont dire oui c'est la vulve, ça s'appelle la vulve. Et ça à mon époque, quand j'étais enfant, jamais, déjà moi je l'ai appris très tard ce mot, et dans mes classes jamais on disait ces mots-là et puis on les connaissait. Donc c'est juste leur donner du pouvoir, leur donner de la connaissance, et puis Maïlane je pense que tu peux compléter. Moi, quand je vais dans les classes, il n'y a vraiment pas beaucoup d'enfants qui connaissent le mot, voire presque jamais personne. Et en effet, on peut dire tous les noms. En effet, donc justement, quand je vais dans les classes, je dis alors, est-ce que vous connaissez vos parties intimes? Donc tous les enfants là peuvent lever la main et dire les noms. Bien souvent, quand les enfants sont petits, ils vont dire les noms assez vite. Et puis plus ils vont grandir, plus ils vont avoir la honte, plus ils vont pas y arriver, plus ils vont dire c'est là, en bas et tout. Je dis quoi en bas? Les chaussures. Et donc là, on est là, et c'est difficile pour eux de dire les mots. Je crois que c'est important de connaître les vrais mots pour que les enfants sachent que parler des parties de son corps, c'est ni une blague, ni une bêtise, ni la honte. Ni sale. Ni sale, exactement. Et que c'est ok de parler des parties de son corps comme n'importe quelle autre partie de son corps. Je dis, bon, tu peux bien parler de ton coude, pourquoi tu peux pas parler de tes parties intimes? Et savoir les vrais noms, ça donne un côté aussi sérieux. Ça donne un côté sérieux. Je dis, mais là, si demain vous avez besoin de parler d'une partie intime sérieusement à un docteur, par exemple, eh ben, vous allez utiliser le vrai nom. Donc c'est important de connaître les vrais noms. Et les petits noms comme zizi, zézette, etc., c'est des petits noms rigolos qu'utilisent les enfants.
Et donc voilà, je pense que c'est vraiment important. Et juste pour compléter sur pourquoi c'est important de connaître aussi toutes les parties des parties intimes, c'est aussi pour que les enfants sachent où ils ont mal, si jamais il y a eu agression, c'était où exactement, quelle partie, et puis juste connaître, je le sais que là c'est ma vulve, il y a les petites lèvres, il y a les grandes lèvres, en grandissant on apprend qu'il y a le clitoris, l'anus, tous les enfants pensent qu'ils font caca par les fesses. Donc je leur explique non, les fesses c'est pour s'asseoir. Donc c'est aussi de la connaissance pure, pourquoi on ne devrait pas ça aux enfants. Ça n'est pas pornographique comme on l'a beaucoup dit, vulve et pénis ce n'est pas pornographique, c'est scientifique, hein. Les médecins apprennent ces mots-là. Absolument. Voilà. Puis là, au niveau des mots, il y a quelque chose aussi, là c'est le professeur qui parle, mais autour de la polysémie, parce que moi j'ai appris il n'y a pas très longtemps que lorsque un médecin, à proprement parler, dit le sexe d'un enfant à la naissance, voilà, c'était un petit garçon ou une petite fille, eh bien ça s'appelle sexer un enfant. Donc l'expression comme ça peut-être un peu rigolote, mais lorsque le médecin sexe ou une équipe sexe un enfant, en réalité il n'y a pas du tout de vision pédocriminelle dedans. Donc oui, il faut dire les véritables termes pour que justement, on soit protégé, on soit informé, je crois, et puis probablement qu'on réussisse à lever certains tabous, parce que... Exactement. Sortir du tabou, sortir du cachet, sortir du... Ouais. Parce qu'à l'inverse, c'est ça, c'est que ne pas le dire, en fait, c'est envoyer un message aux enfants. C'est envoyer le message qu'on ne parle pas de ça. C'est sale, c'est secret, c'est gênant, c'est malaisant. Et du coup, les enfants n'en parlent pas. Et puis, si jamais il y a un problème avec ces parties intimes, que ce soit ils sont malades, ils ont quelque chose, ou alors s'ils sont agressés, ils ne vont pas en parler. Parce qu'ils ont compris que personne ne voulait qu'ils ne parlent de ces parties-là. Donc, ça les met en danger, je dirais même. Exactement. Dire les choses, c'est les protéger. Dire les choses, c'est les protéger, et en même temps, par rapport à la vidéo qu'on a vue, le S de Evars qui a été supprimé pour les petits, entre guillemets, les écoles élémentaires, et qui maintenant concerne les programmes du collège et du lycée. Je ne sais pas ce que vous pensez du fait qu'on ait retiré la sexualité justement de cette partie des programmes, sachant que, là j'ai fait mes petites recherches, mais selon de très nombreuses études maintenant, près de 40% des violences sexuelles avant 18 ans ont lieu avant l'âge de 11 ans. Et que dans la moyenne, les premiers abus, lorsqu'ils ont lieu dans le cercle familial, c'est autour de 8 ans. 8 ans, c'est des élèves qui sont en CE2, donc qui sont dans nos classes. Qu'est-ce que finalement on gagne à retirer ce S alors qu'il s'impose à nous dans notre pratique? Pour poursuivre sur quelques chiffres qui, cette fois-ci, émanent du dernier rapport du juin 2025, là, donc de cette année, du ministère de la Justice, qui concerne cette fois-ci les mineurs qui seront auteurs de violences sexuelles, eh bien, il faut savoir que ce sont des violences qui sont très genrées. 93% de ces violences sont commises par des petits garçons. Donc il y a forcément quelque chose à faire, je crois. Qu'est-ce que, dans tout ce bazar, moi j'ai envie de vous poser la question, parce que d'autres statistiques nous viennent disant que 9 Français sur 10 sont pour cet enseignement, finalement. Donc à qui est-ce qu'on sert lorsque on s'empêche de parler de ces sujets-là, en réalité? Qu'est-ce qui nous empêche? Qu'est-ce qui fait qu'il y a toujours un tabou, d'après vous, sur cette question-là, dans la société, ou dans les écoles, ou pour ce que vous observez? Moi, pour ce que j'observe et les retours que j'ai de parents et de profs, j'ai l'impression que tout le monde est pour, mais tout le monde est extrêmement frileux. Et tout le monde a peur de ne pas dire les bons mots. Tout le monde a peur de se faire tomber dessus. Ça, je parle pour les profs. On a peur de se faire tomber dessus, de ne pas utiliser les bons mots, d'avoir des parents réfractaires. Et du côté des parents, qui sont très pour et qui voient que rien n'est fait dans l'école de leurs enfants, ils ont très peur d'être les parents chiants qui vont à l'école en disant « Excusez-moi, les VARS, qu'est-ce que vous faites? Il n'y a rien du tout. » Donc en fait, tout le monde se regarde en chien de faïence en se disant « Oh là là, moi j'ai peur, on va me tomber dessus. » Et personne ne bouge et on ne le fait pas. Alors que je pense que tout le monde est plutôt convaincu. Et en fait, on est tenu comme ça, par la peur, par une minorité de gens qui sont, pour moi, c'est leur point commun, hein, quelle que soit leur religion, leur milieu social, leurs origines, leur point commun, c'est qu'ils sont extrêmement réactionnaires. C'est-à-dire réactionnaires dans le sens où, surtout, ne changeons rien, ne faisons rien. C'est très bien comme ça. Si on bouge, oulala, c'est risqué, il va se passer des choses. Voilà, c'est des gens réactionnaires. Il y a aussi des gens qui ont peur. Qui ont peur parce qu'ils sont mal informés, parce qu'ils s'inquiètent pour leurs enfants. Je pense qu'il y a des peurs très, très sincères. Mais c'est souvent des gens mal informés. Et donc, cet enseignement reste en dehors des écoles, en dehors des lieux qui accueillent les enfants, et qui ça protège, de manière, je pense, involontaire, ça protège les agresseurs, très clairement. Ça protège les gens qui peuvent, de cette manière, continuer d'agresser les enfants, d'abuser de leur pouvoir,
de faire un peu ce qu'ils veulent avec les enfants, parce que les enfants ne sont pas informés, parce que les enfants ne savent pas qu'on n'a pas le droit de leur faire ça, et parce que les agresseurs, ça c'est Joanna Smith qui l'a montré d'ailleurs, une psychologue, que les agresseurs vont cibler des enfants peu informés, qu'ils sentent déjà fragiles, isolés, pas du tout au fait de toutes ces questions. Donc ça protège de toute façon les agresseurs, on ne va pas se mentir. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, Ben, cette peur, c'est vraiment ce qui revient tout le temps, en effet, la peur. Si on ne l'a toujours pas fait depuis 2001, c'est obligatoire depuis 2001. Absolument. Donc justement, moi, c'était mon élan, c'était d'aller à la rencontre des professeurs pour essayer de comprendre pourquoi cet enseignement n'était pas fait depuis 2001. Et ce qui en ressort, c'est en effet la peur. La peur qui est liée, bien entendu, à des peurs personnelles. On voit les chiffres. On n'a pas dit les chiffres, mais peut-être qu'on peut les dire. Les violences sexuelles sur mineurs, c'est 160 000 enfants par an. C'est 2 à 3 enfants par classe. C'est 1 enfant toutes les 3 minutes. Voilà. Donc ça, c'est des chiffres qui sont quand même vraiment très, très importants. Donc on peut imaginer que dans cette... Et ce sont des chiffres qui sont minimisés parce que qu'ils sont basés sur des histoires, des faits révélés. Donc, on peut imaginer que dans cette société, beaucoup d'adultes sont concernés, sont touchés de près ou de loin, et même bien souvent de très près, par les violences sexuelles dans l'enfance. Donc, on a tous, nous, adultes, nos peurs personnelles. On a ensuite peur, comme Lolita vient de le dire, peur de réaction des parents, peur de mal faire, peur de ne pas dire les bons mots, peur de leur faire perdre leur innocence, peur de la hiérarchie. Donc, voilà, je voudrais insister sur cette peur, et je voudrais aussi dire que, et c'est ce que je dis toute la journée, que, en fait, les chiffres des violences sexuelles sur mineurs, c'est un énorme fléau. On connaît aussi les conséquences sur la santé que ça peut avoir, des conséquences sur la santé physique, des conséquences sur la santé sexuelle, des conséquences sur le psychologique, sur notre comportement parental, nos relations conjugales, sur le périnatal, où on sait que des symptômes remontent pendant la grossesse, pendant l'accouchement, pendant l'allaitement. On sait que les conséquences, c'est des troubles psychologiques énormes, développer des maladies, qu'est-ce qu'il y a beaucoup des choses gravissimes, des comportements à risque, des idées de suicide, des suicides complétés, bien sûr, et on sait que l'espérance de vie des personnes victimes de viols dans l'enfance et d'agressions sexuelles est diminuée de 20 ans. Sachant ça, en fait, on ne peut pas se permettre d'être gagné par la peur, ou enfin d'être empêché en tout cas par la peur. On ne peut pas se le permettre. Là, si on se dit « Ah, mais j'ai peur de mal faire, oh, mais ceci, mais cela », si on laisse la peur nous gagner, on ne fait plus rien. Et là, on est dans une situation où, vraisemblablement, il faut faire quelque chose. J'aimerais compléter avec une histoire qui m'est arrivée, parce que tu parlais de cet âge de 8 ans. Donc ça, c'est encore sur les déclarations. En fait, la Ciivise, elle a interrogé énormément de gens. Et donc, on a compris qu'il y avait une personne sur 10 qui avait été violentée sexuellement dans son enfance. Et les gens déclarent que c'est en moyenne autour de 8 ans. Sauf que ça ne prend pas en compte les amnésies traumatiques, les gens qui ne se souviennent pas. Ça ne prend pas en compte les gens qui ne parlent pas, qui n'en parlent jamais. Ça ne prend pas en compte les gens qui sont morts par suicide ou addiction, etc. Et donc, il est très probable que les violences arrivent plus tôt, en fait. Beaucoup plus tôt. Et je pense à l'histoire d'une de mes élèves, qui était donc en maternelle, et qui avait un comportement étrange, parce que les enfants parlent, enfin en tout cas leur corps s'exprime. Plus les enfants grandissent, moins ils vont l'exprimer physiquement. Plus ils vont apprendre à contenir, à retenir, à pas en parler, à dissimuler. Mais les tout petits, vraiment en maternelle, dès qu'il y a des comportements qui sont inadaptés à l'école, c'est qu'il y a souvent quelque chose. Donc moi, j'aimerais dire aux profs, si vous voyez un enfant qui a un comportement inadapté, pas forcément sexuellement, hein, mais aussi sexuellement. Un enfant qui va frotter ses parties intimes, qui va toucher celles des autres, qui va être très agité, très nerveux, voire violent, il faut penser à ça, en fait, il faut creuser. Et donc cette élève que j'avais, elle avait 4 ans, et donc son corps parlait. Elle exprimait un stress, quelque chose, parce qu'elle touchait ses parties intimes. Et donc c'est quelque chose que j'ai observé plusieurs fois, et j'ai fini par lui parler et lui reparler plusieurs fois, en lui demandant juste une question toute bête: est-ce que quelqu'un t'embête? Est-ce que quelqu'un t'embête? Et c'est une petite fille qui a fini par me dire oui.
et par me dire qui l'embêtait. Et je lui dis comment. Elle m'a expliqué ce qui se passait. Et cette petite fille de 4 ans, elle a eu beaucoup de chance, elle a été protégée par ses parents, parce que ce n'était pas ses parents, qui étaient les auteurs des violences. Elle a été protégée, elle a été éloignée de l'agresseur qui était dans sa famille, et cette petite fille, elle a été soignée. Et donc elle va beaucoup mieux aujourd'hui, et je suis toujours émue quand je parle d'elle, parce que quand on me dit qu'il faut parler de sexualité ou de protection des violences, de prévention des violences à partir de la fin de la primaire ou du début des collèges, je me dis ok, on fait quoi pour ces enfants-là? On fait quoi pour ces enfants qui ont 2, 3, 4, 5 ans? On leur dit bah attends le CM2, attends la 6e, on t'en parlera. Là on dira que c'est interdit, tu vas en parler. En fait, s'il y a un seul enfant à sauver en France en faisant de la prévention maternelle, eh ben on fait de la prévention maternelle. On ne peut pas se permettre de dire c'est trop dangereux, c'est pas de leur âge, on ne sait pas. Non. En plus, aujourd'hui, il y a des outils super, dont les outils de Mylan, comme C'est mon corps, avec des livres, avec des mots adaptés aux enfants. Ils comprennent ce qu'on dit. C'est pas du tout, ils sont pas traumates. Ils sont là à chanter vulve et pénis dans la classe, ils sont ravis. Et ils disent c'est mon corps, personne n'a le droit de le toucher. Et si ça arrive, je dois en parler. Et donc je complète, on ne doit pas forcément en parler à ses parents ou à quelqu'un, parce que les violences arrivent souvent dans la famille, mais à une maîtresse, à une personne de confiance, à une tante, à la mère d'un copain. En tout cas, ce message-là, les enfants à 3 ans, moi j'en ai parlé à ma fille à 2 ans, elle l'a retenu, c'est très clair pour elle. Oui, et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on ne va pas rentrer dans... On ne va pas parler de sexualité adulte, comme disait Lolita tout à l'heure. Donc, quand on va venir faire de la prévention des violences sexuelles, on ne va pas rentrer dans des détails complexes de sexualité d'adulte, parce que les agressions sexuelles sur mineurs ne sont pas de l'ordre du désir, de la sexualité, etc. C'est de la violence. Donc, quand on va parler de ça aux enfants, on va faire de la prévention des violences. C'est de la prévention des violences. Donc, ce qu'on va faire, c'est pas expliquer des choses qui ne sont pas de leur âge, mais plutôt leur donner des règles de sécurité. Des règles de sécurité très, très simples et plutôt très rassurantes, plus qu'autre chose, puisque ça va leur donner des règles de sécurité, donc. Comme, par exemple... apprendre à traverser une rue, apprendre à traverser au feu rouge pour ne pas se faire écraser, ou apprendre que le feu, ça brûle, donc voilà, pour ne pas se brûler. Donc c'est vraiment, il faut imaginer ça comme ça. Et quand on le perçoit comme ça, c'est beaucoup plus facile et plus évident. Beaucoup plus tolérable. Oui. Vous m'amenez vous avez dit beaucoup de choses évidemment qui sont extrêmement intéressantes. Vous avez parlé de la peur notamment, et je voulais revenir dessus parce que finalement cette peur, elle laisse place, lorsque les portes de l'école ne sont pas ouvertes, à beaucoup d'idées reçues. Alors l'une des idées reçues, c'est justement que les VARS ne relèveraient que finalement du champ des familles. On vient de voir avec les propos que vous avez tenus que c'est pas quelque chose qui est vraiment envisageable, puisque la majorité, en tout cas dans les chiffres qu'on a, beaucoup de violences sexuelles arrivent dans le cercle familial. Oui. Tu en es la preuve ici, et c'est aussi ce que tu as dit là. Mais il y a d'autres idées reçues sur cet enseignement, et j'aimerais bien qu'on revienne dessus si jamais vous êtes d'accord avec moi. Par exemple, il existe une idée reçue disant que cet enseignement promeut la théorie du genre et donc sert à expliquer finalement aux enfants que l'on peut changer de sexe comme on veut. Voilà, comme si c'était un catalogue finalement. Et voilà, tu es un garçon, tu peux devenir une fille, tu es une fille, tu peux devenir un garçon. Alors moi j'ai ma réponse à ça, mais qu'est-ce que vous en dites ? Alors c'est évidemment pas une promotion de la transition de genre ou de sexe. Déjà parce que quel intérêt de faire de la promotion de ça. Par contre, oui, il est vrai, et ça tout le monde ne sera pas d'accord là-dessus, mais encore une fois, c'est un enseignement qui est destiné aux enfants, c'est-à-dire à protéger les enfants. Donc cet enseignement, il veut parler aussi de comment on peut se sentir dans son genre quand on est enfant ou adolescent. Et on ne peut pas, malgré tous les adultes qui sont contre, on ne peut pas oublier qu'il y a plein d'enfants qui ne se sentent pas bien dans leur genre. Des petits garçons qui, sans se sentir filles, mais qui en fait ont pas envie de jouer au foot et de montrer les muscles et de se bagarrer et de se comparer. Et ils ont peut-être envie de faire des choses qui sont stéréotypées féminins. Et l'inverse est vrai. Il y a des petites filles qui, ce qui est beaucoup plus accepté d'ailleurs aujourd'hui, ont plutôt des attirances, des envies et des goûts qui sont stéréotypés masculins. Rien que de dire ça aux enfants. Vous pouvez faire ce que vous voulez, aimer qui vous voulez. Et donc là, je parle d'homosexualité. J'aimerais enlever le mot sexualité qui crispe tout le monde, mais d'homo-attirance ou d'homo-amour. Dire aux enfants, tu peux être une petite fille, être amoureuse d'une autre petite fille, ou être amoureuse d'un petit garçon, ou les deux, peu importe, et l'inverse aussi. Enfin, l'inverse. Et les garçons peuvent être amoureux des petits garçons, etc. Juste leur dire ça, c'est les protéger. Déjà, de les protéger de la haine d'eux-mêmes,
Parce qu'il y a plein d'enfants qui se disent bah, « je ne comprends pas, dans toutes les histoires, c'est des garçons et des filles qui sont amoureux. Moi, c'est pas ce que je ressens. Donc, je suis pas normale. Donc, je suis un monstre. Donc, ça va pas. » Voilà, donc la honte que les enfants développent à cause de l'unique modèle qu'on leur donne, à savoir le modèle hétérosexuel, ça peut faire du mal. Ça peut leur faire du mal. C'est aussi des raisons de harcèlement entre enfants. Les enfants, quand ils ne rentrent pas dans la norme, ils sont plus sujets au harcèlement. Donc les petits garçons qui ne sont pas assez virils, les petites filles qui ne sont pas assez féminines, peuvent être beaucoup plus sujets au harcèlement. Il y a quand même 1 enfant sur 10, encore une fois, au bas mot, qui subit du harcèlement à l'école. Et une des raisons, c'est notamment ça. C'est comment on performe son genre. Donc c'est aussi de la prévention contre les violences et contre la souffrance des enfants. Donc évidemment, on fait la promotion ni de l'homosexualité ni de la transidentité. Et quand bien même, j'ai envie de dire, on a passé des siècles à faire la promotion de l'hétérosexualité. Bon, est-ce que ça fait du bien aux gens? Je ne pense pas. Donc quand bien même, en tout cas, ces enfants-là, on doit les protéger. On parle des enfants LGBT, je sais qu'il y a plein de gens qui disent « mais arrêtez de leur mettre des étiquettes ». Je ne veux pas leur mettre d'étiquettes, mais les gens LGBT aujourd'hui adultes étaient des enfants qui étaient déjà LGBT. On ne se réveille pas à 18 ans en étant homosexuel ou trans ou bisexuel. Donc ces enfants-là, il faut leur parler. Il faut leur montrer d'autres modèles. Et moi, je me souviens encore une fois en classe, après avoir parlé de ça, parce qu'il y avait des insultes homophobes dans la cour, donc j'ai dit « ok, on se pose les enfants, ils avaient 10 ans, c'est quoi l'homosexualité? Ok, qui on peut aimer? Est-ce qu'on peut aimer tout le monde? Super. Ça s'appelle comment? Être lesbienne, être gay, etc. » Une fois qu'on avait eu ce débat, il y a des enfants qui ont commencé à me dire bah, « moi, je suis amoureuse d'une petite fille qui me dit ça. » Et un autre garçon, bah, « moi, je suis amoureux de tel autre garçon. » Est-ce que c'est moi qui leur ai mis dans la tête qu'ils étaient amoureux? Je ne pense pas. Par contre, ils se sont sentis autorisés à le ressentir, à le dire, à peut-être faire une déclaration à leurs copains-copines. Et je pense que ça peut changer une vie, en fait. Ça peut changer la vie de plein d'enfants qui grandiraient en souffrance ou voire exclus. Absolument. Moi, j'ai envie de rajouter le fait que c'est pas... l'amour, ça ne fonctionne pas comme ça, c'est pas une contagion. Est-ce que, alors je ne sais pas dans quel régime vous vous situez, mais si jamais vous êtes hétérosexuel, est-ce que le fait de côtoyer des personnes d'un autre bord fait que d'un coup vous avez envie de copier les mœurs des autres? Je ne suis pas sûr que ça fonctionne comme ça en réalité. Pourquoi pas, mais expérimente sa vie. C'est ça. Et moi, en fait, ce que je veux dire clairement, c'est que souvent les gens qui sortent cet argument sont des gens ou transphobes ou homophobes. Et donc leur excuse de « vous allez contaminer les enfants, leur mettre des idées dans la tête », c'est une façon, eux, de se cacher derrière les enfants pour exprimer leur homophobie et leur transphobie. Absolument. Et puis je crois qu'il y a aussi quelque chose de l'ordre de la normalité. C'est une question que j'ai posée lors du premier plateau, que je vous invite d'ailleurs à regarder sur la chaîne YouTube d'Histoire Crépue, où on parlait de harcèlement. Il y a un enregistrement qu'on verra juste après, parce que Emmanuel Paquet a dit des choses très très intéressantes. Mais la question que je voulais vous poser là, c'est, on saute un peu du coq à l'âne, on reviendra ensuite aux idées reçues sur l'école, mais est-ce que quelque part ça n'interroge pas en fait notre rapport à la normalité? La normalité étant vue comme ce que la masse accepte. Et finalement, tout ce qui sort de ce que la masse accepte est considéré comme étant d'une part déviant, mais surtout étant quelque chose à ne pas suivre et à mettre sous le tapis en réalité. À tel point qu'on ne devrait pas en parler et faire comme si ça n'existait pas, parce que ça n'est pas quelque chose qui serait validé par la masse. Bah, c'est un sujet très politique, en fait, les VAR. C'est aussi pour ça que c'est si compliqué à mettre en place. C'est qu'à la fois, on aimerait être très consensuel et se dire, bon, bah, on va faire de la prévention contre les violences, à part les gens qui agressent les enfants, qui est contre personne, donc on y va. Mais en vrai, c'est très politique parce que derrière, il y a aussi ces questions de qu'est-ce qu'on dit aux enfants, comment on éduque les enfants, quelles valeurs on leur transmet. Et encore aujourd'hui, il n'y en aura jamais, je pense, de consensus autour de qu'est-ce qu'on transmet aux enfants. Est-ce qu'on leur permet d'être autre chose que ce qu'on a prévu pour eux? Est-ce qu'on leur permet d'exprimer d'autres envies et désirs que les nôtres propres, nous parents? Donc c'est une question éminemment politique qui fait que cet enseignement a beaucoup de mal à voir le jour, c'est personne n'est d'accord en fait. Entre les parents, les profs, la direction, l'État, tout le monde a son mot à dire et personne n'est d'accord. Sauf que moi j'aimerais à chaque fois qu'on se dise quel est l'intérêt des enfants. Parce que la Convention internationale des droits de l'enfant le dit, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être ce qui doit primer dès qu'on parle des enfants. C'est quoi leur intérêt supérieur? Qu'on leur dise voilà ce qui existe, voilà ce que tu peux être, grandis comme tu veux, on t'aimera. Ou qu'on leur dise ah, par contre il faut que tu suives ce chemin, sinon ça va pas bien se passer pour toi. Ouais. C'est beau ce qu'elle a dit. Très très beau. Attends, est-ce que tu veux rajouter quelque chose?
Non, je crois On pas. passe à une autre idée. Ok, moi j'ai une autre idée reçue sur l'école, mais par rapport à ce que tu as dit au tout départ, ce que je pense que la chose sur laquelle il faut insister, c'est la question de la déconstruction en fait, du genre. C'est-à-dire que on est ici dans une société où voilà, le modèle est hétéronormé, le modèle est patriarcal, et ce qu'on cherche à faire, ça n'est pas détruire cette chose-là, mais juste mettre en lumière des choses qui existent depuis la nuit des temps finalement, et qu'on a passé sous le tapis. Parce qu'aujourd'hui, la question du féminisme et ce que certains disent étant son opposé, ce sur quoi je ne suis pas d'accord d'ailleurs, le masculinisme, voilà, alors c'est pas du tout les deux pendants d'une même pièce, eh bien les gens se perdent un peu, je crois. C'est-à-dire que ceux qui se revendiquent étant masculinistes disent que c'est une réponse au féminisme. Sauf que le féminisme a été mis en place parce qu'à la base, il y a le patriarcat. Et les masculinistes, au bout du bout, oublient qu'en fait, ils vivent dans un système qui finalement les met en avant tout le temps. Et ils se sentent agressés lorsqu'on va mettre un « e » à la fin d'un mot, lorsqu'on va parler même parfois de choses qui sont historiques, comme l'accord de proximité, parce que la manière dont on a écrit la langue n'a pas toujours été celle qu'on utilise aujourd'hui. La manière dont on raconte l'histoire n'est pas non plus forcément fidèle à la réalité. J'ai fait quelques recherches et je suis tombé sur, pas très longtemps, l'histoire de la Dame du Cavillon. Ça vous parle ou pas ? Non. Dame du Cavillon, c'est en fait un archéologue qui a trouvé un squelette un jour et qui, le voyant évidemment, avec sa vision masculine, j'allais dire, et patriarcale de l'histoire. Et c'est comme ça qu'on nous l'a pondu d'ailleurs, parce que dans les manuels scolaires, aujourd'hui, il y a peut-être moins de 5% en fait, finalement, de femmes qui ont fait l'histoire, qui sont racontées. Eh bien, a décrété que ce squelette était un squelette d'homme. Et bien plus tard, on s'est rendu compte qu'en fait, c'était un squelette de dame. Parce qu'il y avait des armes de chasse, c'est ça ? Exactement. Ouais, et donc on avait décrété que c'était un homme, et alors que c'était une chasseresse. Toute l'histoire est interprétée à l'envers. Et le féminisme, c'est ça. C'est remettre la lumière sur les femmes là où elles ont été. C'est pas raconter des choses qui ne sont pas vraies. Et donc, les VARS rentrent dans ce cadre-là où finalement on déconstruit l'histoire, non pas juste pour déconstruire et dire « Ah, les femmes ont tout fait », juste pour dire « Ah, là aussi elles étaient là en fait », parce que finalement elles ont été partout, mais on ne les a jamais racontées. Voilà, il y avait autre chose que je voulais rajouter, c'était par rapport à la place que les garçons occupent parfois dans l'espace sans que, en réalité, on ne s'en rende compte. Il y a une expérience qui a été faite dans des cours de récréation un peu partout, mais qui au départ était dans les écoles à Strasbourg, à savoir on a équipé des enfants de GPS, et puis on a regardé comment les garçons et les filles occupaient l'espace, et on s'est rendu compte que dans les cours de récréation, les garçons occupaient plus de 80% de l'espace. Et ça ne veut pas dire que biologiquement les garçons, parce qu'ils aiment le foot, ont forcément besoin d'occuper tout cet espace-là, ça veut juste dire qu'ils n'ont pas appris à partager l'espace en réalité. Et je pense que c'est ça qu'il faut voir, et que l'EVARS sert aussi cette question-là du partage équitable de l'espace et de tous les espaces, que ce soit la langue, à l'écrit ou à l'oral, que ce soit la cour de récréation, que ce soit l'histoire telle qu'on nous la raconte. Bah, la question que tu poses là, c'est la question du pouvoir et de la domination, qui sont en fait très centraux dans les VARS, dans le sens où en effet déconstruire le genre, déconstruire les rapports filles-garçons, déconstruire les rapports adultes-enfants, déconstruire les rapports prof-enfants, etc., c'est vouloir mettre plus d'égalité, et c'est attaquer finalement les privilèges de certains. Et donc, qui ça dérange ? Bah, les gens qui vont devoir abandonner leurs privilèges, donner plus de place, moins dominer, moins prendre de place, etc. Je dis surtout parce qu'il y a toujours des dominés pour défendre ce modèle-là quand même. Mais finalement, laisser plus de place aux filles dans la cour, laisser plus la parole aux petites filles qu'aux petits garçons, parce que dans les classes, ils n'ont aussi pas le même temps de parole. Dire aux adultes qu'ils ne peuvent pas tout se permettre sur les enfants, dire aux enfants qu'ils ont des droits et qu'ils peuvent les défendre, et s'opposer aux adultes et les envoyer bouler, pour être poli. Tout ça, eh ben, ça menace les privilèges et la domination des groupes qui ont le pouvoir. Et donc ça, c'est très effrayant. C'est très effrayant, pas seulement parce que les gens sont méchants, c'est effrayant parce que ça chamboule tous nos repères, tout ce qui crée le cadre de nos relations. Et donc forcément, c'est déstabilisant. Mais le but de tout ça, c'est quand même qu'il y ait plus d'égalité, plus de justice en fait, et moins de violence. Et donc ça, la grande majorité des gens en bénéficierait. Mais là, j'ai l'impression que tu voulais dire quelque chose. Peut-être que je me trompe. Non, c'est bon. Okay. Tout à l'heure, Lolita, tu as parlé de harcèlement, tu as employé le terme, je crois, et ça m'a fait penser à, encore une fois, un moment de l'intervention d'Emmanuel Piquet qu'on a reçu la semaine dernière, qui est thérapeute notamment, et qui avait dit quelque chose que je trouvais très pertinent. Donc on a un extrait ici, je propose de le regarder, et puis ensuite d'intervenir dessus. Est-ce que des enfants seraient
potentiellement plus vulnérables? Oui, donc vraiment les 3 facteurs de vulnérabilité accrue, c'est le premier, c'est le surpoids. Le deuxième, c'est l'appartenance à une minorité sexuelle. Et le troisième, c'est le handicap, malheureusement. Qu'en pensez-vous? Est-ce que dans votre pratique, les fois où tu interviens en classe avec les élèves, ou les fois où tu es à l'école, est-ce que c'est quelque chose que toi tu observes? Parce que là, maintenant, on a les propos d'Emmanuel Piquet, mais ce n'est pas forcément des choses, moi, dans ma pratique, auxquelles je faisais forcément attention. Je n'avais pas en tête le fait qu'il existait des publics plus ciblés par rapport au harcèlement. Je suis contente qu'Emmanuel Piquet le dise aussi clairement, parce que c'est une professionnelle qui est très écoutée, je pense, très légitime, parce que oui, on le constate, évidemment. Elle oublie le racisme, alors que je pense que c'est quand même... C'est une question que je lui ai posée. Ah. Mais dans sa pratique perso, okay. Alors elle émettait des réserves, parce qu'elle ne disait pas que ça n'existait pas et que les publics, les enfants racisés ne seraient pas potentiellement plus victimes. Moi, c'est un sentiment que j'avais, mais qui dans les chiffres n'est pas étayé. Mais après, c'est des choses aussi de l'ordre de l'éducation, je pense, parce qu'il y a plein de communautés au pluriel, je vais mettre ça comme ça, qui n'osent pas aller voir des professionnels de santé tels qu'Emmanuel Piquet. Et du coup, si jamais elle ne les voit pas, elle ne peut pas les intégrer à ses statistiques. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, ça veut juste dire qu'elle ne l'a pas observé. C'est aussi des professionnels qui, évidemment, ont des publics privilégiés en face d'eux, donc moins d'enfants racisés, je pense. Mais évidemment que la grossophobie, l'homophobie, enfin en tout cas les LGBT-phobies et le handicap sont les plus gros facteurs de discrimination entre enfants, mais aussi entre adultes et enfants, et dans la société. Donc c'est des enfants auxquels il faut être particulièrement vigilant, qu'il faut plus protéger, peut-être faire des traitements un peu de faveur pour ces enfants-là, les mettre en valeur, et puis être très, très vigilant sur leur rapport aux autres. Parce qu'en fait, on a tous été enfants, et quand on se souvient, bah oui, on se souvient que dès que quelqu'un avait un peu de surpoids, tout le monde l'appelait Bouboule, quoi, à l'école. Et même cet enfant-là finissait par s'appeler lui-même Bouboule, en fait. Ça a été très intégré. Et en fait, cette école-là n'a pas tant évolué. Moi, c'est ce que je pensais en revenant à l'école il y a 7 ans, quand j'ai changé de métier. Je pensais que l'école n'avait plus rien à voir, que c'était hyper bienveillant, que... Pas du tout, c'est très violent. Entre enfants, c'est très dur. Mais c'est très dur, pas parce que les enfants sont méchants, mais parce qu'ils ont beaucoup moins de filtres que nous sur les rapports entre eux. Donc, ils vont beaucoup plus balancer ce qu'ils reçoivent, ce qu'ils entendent. Et ils sont beaucoup plus durs. Et donc, c'est à nous de mettre de la bienveillance. Parce que les enfants, ils en sont tout à fait capables, d'empathie, etc. Et donc, c'est super de parler de ces sujets-là et de protéger ces enfants qui ne l'ont pas été à notre époque. Une autre idée reçue par rapport à l'enseignement de l'EVAR, c'est, enfin, une idée reçue, en tout cas, quelque chose que certains parents disent, c'est une opposition avec les préceptes religieux, disant l'EVAR va à l'encontre de ce que certaines religions, et là je parle ici des religions monothéistes, que ce soit judaïsme, christianisme, islam, que cet enseignement irait à l'encontre de ces religions. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez des choses à dire par rapport à ça? Moi, je crois encore que c'est un prétexte. Je crois vraiment que c'est un prétexte, les religions. Quelle religion va à l'encontre de la prévention des violences contre les enfants? Quelle religion va à l'encontre de l'amour de son prochain, quel qu'il soit? Quelle religion va à l'encontre de... Alors, l'égalité, peut-être que là, on peut ne pas être d'accord sur l'égalité filles-garçons. Il y a des religions qui prônent vraiment une inégalité entre hommes et femmes. Donc maintenant, il y a beaucoup de religieux qui vont dire « Non, mais on n'est pas égaux, mais on est complémentaires. » Oui, bah non, c'est pas le sujet, en fait, la complémentarité. On est complémentaires. Donc oui, l'égalité, ça crispe beaucoup. Et puis cette idée qu'il y a une nature innée féminine, une nature innée masculine, etc. Donc pour moi, la religion est encore un prétexte, dans le sens où j'ai rencontré beaucoup de musulmans, de cathos et de juifs qui sont à fond pour les VARS. Et ce sont des gens très religieux. Et j'en ai rencontré qui sont très très anti et qui vont vous parler de Dieu, etc. Bon bah moi, ces gens-là, j'essaie de discuter avec eux. Ok, qu'est-ce qui dans la religion bloque par rapport à ce que je raconte? Et souvent, on retombe quand même sur les questions LGBT, sur l'homosexualité notamment, qui serait contre les religions. Bon bah ça, à un moment, faut mettre des principes au-dessus d'autres, quoi. Chacun est libre de penser ce qu'il veut, de croire ce qu'il veut, d'avoir la foi, bien sûr. Et ça, je le respecte profondément. Par contre, la protection des enfants, contre les violences, contre le harcèlement, contre la haine d'eux-mêmes, pour moi, c'est bien au-dessus de toutes ces valeurs-là. Dans ton sens, et je rajouterais que je crois que l'amour peut être un choix, mais que l'orientation sexuelle ne l'est pas. Et qu'à ce titre-là, il existe des personnes qui font partie de ces communautés
et de plusieurs communautés en même temps, c'est-à-dire des personnes LGBT qui sont chrétiennes, qui sont musulmanes et qui sont juives. Et c'est ce qu'il ne faut pas oublier, et que lorsque les parents se projettent, et qu'ils projettent peut-être une partie de leur propre peur par rapport à cette hétéronormativité, par rapport à ces habitudes sociétales qu'on a finalement, eh bien il ne faut pas oublier qu'ils pourraient très bien côtoyer des enfants, et que ces enfants pourraient être les leurs, et qu'ils pourraient faire partie de ces communautés-là. Donc le malaise s'entend, mais en même temps il faut faire de la prévention parce que ces gens-là existent et qu'on est dans une certaine réalité, et que ce n'est pas parce qu'on ferme les yeux que ça veut dire que ça cesse d'exister. Ça ne fonctionne pas comme ça. C'est un gros angle mort, je ne sais pas si Malène t'a ça en séance, mais vraiment l'angle mort de... Les gens qui sont contre ça pensent qu'il n'y a pas de ça chez eux. Absolument. Il n'y a pas de violence sexuelle dans ma famille, il n'y a pas d'homosexuel dans ma famille, il n'y a pas de harcèlement dans ma famille. Mais quelle famille peut dire qu'il n'y a pas ça? Et il y en a partout, en fait. Donc il y a autant de personnes LGBT dans les religions monothéistes qu'il y en a dans les gens qui ne croient en rien. Donc oui, je suis d'accord avec toi. Merci. Là, j'ai une question pour toutes les deux, mais un peu plus pour Maëlène probablement, c'est la question du consentement. Beaucoup de personnes, moi, m'ont relaté ça, que ce soit sur les réseaux ou dans la réalité, en me disant, mais finalement, si on apprend le consentement aux enfants, le consentement étant vu comme la capacité à dire oui, seulement oui, si vous apprenez aux enfants à dire oui via les VARS, le jour où il leur arrive potentiellement quelque chose, ayant bénéficié de vos séances des VARS, ils ne pourront pas dire que finalement ils n'ont pas dit oui puisque vous leur avez appris à dire oui. Tordu, hein? Ok, donc moi quand je vais dans des classes, je leur parle de la règle du consentement. Je leur parle de 2 règles. Et je crois que ces 2 règles-là, c'est suffisant, c'est vraiment 90% du boulot. Donc je leur dis, vous avez un corps, c'est votre corps, est-ce que vous savez que vous êtes le chef de votre corps? Donc là, ils disent oui. Donc ça veut dire que c'est vous qui décidez pour votre corps. On n'a pas le droit de toucher votre corps si vous n'êtes pas d'accord. Donc on va vraiment donner cette règle comme quelque chose de très très simple. Donc là, on fait un petit exercice. Est-ce que je peux toucher ton genou? Là, si l'enfant me dit oui, eh ben, on voit avec tous les autres enfants, on réfléchit. Est-ce que je peux toucher son genou s'il a dit oui? Est-ce que je peux toucher son genou s'il a dit non? Est-ce que je peux toucher son genou s'il n'a rien dit? Et ensuite, on va parler de la règle des parties intimes. Cette règle est différente. La règle des parties intimes, c'est que déjà, on identifie les parties intimes. Et ensuite, la règle, c'est que personne n'a le droit de toucher leurs parties intimes. Personne de personne. Même si on est d'accord. Exactement. Cette règle est différente de la règle du consentement. La règle du consentement, c'est la règle pour le corps. Et la règle des parties intimes, c'est une règle pour les parties intimes. La règle pour les corps, c'est il faut que tu sois d'accord. La règle pour les parties intimes, c'est d'accord ou pas, on n'a pas le droit de le faire. Et donc voilà, c'est assez simple en fait. C'est assez simple. Et ensuite, on peut, avec les enfants, faire des petits exercices pour essayer de voir des situations où on peut ou pas, en parlant du corps et du consentement. Par exemple, Émilie, elle fait une drôle de tête. Est-ce que tu penses qu'elle est d'accord? Ou Émilie, son corps, il est un petit peu comme ça. Est-ce que tu penses qu'elle est d'accord? Émilie, elle dort. Est-ce que tu penses qu'elle est d'accord? Ce genre de choses. Elle nous a dit qu'il faudrait que tu fasses des séances, je pense. Ça nous fait penser à quelque chose. N'est-ce pas? C'est extrêmement intéressant ce que tu dis, et moi j'ai envie de rebondir dessus en apportant un petit complément, c'est-à-dire que le poste que j'ai dans l'éducation nationale est un poste de remplaçant, c'est-à-dire que je suis amené à, en l'occurrence, remplacer les enseignants qui vont en formation, mais en tout cas, je remplace quelqu'un. Et lorsque moi j'arrive dans une école, au-delà du fait que souvent, parce qu'il y a une pénurie d'enseignants, les collègues sont contents de me voir, voilà, il y a un remplaçant, et bien très vite, si jamais le directeur ou la directrice me place dans les chaussons en fait, de la personne que je remplace, je me rends très vite compte que j'ai un capital sympathie, on va dire ça comme ça, et un pouvoir qui m'est légué, qui est celui de celle ou de celui que je remplace. C'est-à-dire que c'est fou. Ça veut dire que littéralement, je peux faire tout ce que l'autre ferait. Okay. Et alors que je suis là depuis 2 heures. Ouais. Parce que je suis dans la peau de l'enseignant. Et en tant qu'enseignant, je suis le référent. Pas de capital sympathie. Eh bien, j'en bénéficie pas. Voilà, à moi de faire ma sauce. Mais c'est pour dire que lorsque typiquement, tu disais tout à l'heure, avec des élèves qui sont très très jeunes, qui vont vraiment faire totalement confiance aux adultes. Sûr, voilà. Lorsqu'on est en CM1, CM2 ou lorsqu'on est au collège, c'est encore un peu différent, mais lorsqu'on est très très jeune, on fait juste confiance. C'est-à-dire que le directeur ou la directrice dit « Voici Mohamedou, il remplace votre maîtresse pour la journée. » Eh bien ça y est, je suis à la place de la maîtresse pour la journée. Et je peux faire ce que je veux. Mais c'est exactement ce que je viens de dire aux enfants, en fait. Je crois que ça rejoint ce que tu disais sur l'adultisme. Je crois que ce qui est important de dire aux enfants, c'est qu'il y a des adultes qui sont défaillants
et développer leur esprit critique. Ça, c'est une info que les enfants n'ont pas. Absolument. Et c'est vrai qu'un enfant, dès qu'on arrive, ils sont là et ils nous regardent, c'est quoi les règles avec toi, comment ça se passe, qu'est-ce qu'on peut pas. C'est tout de suite l'adulte qui sait, c'est tout de suite l'adulte qui décide. Et donc, juste leur fait de raconter ça, moi, finalement, dans mes séances, c'est ça que je viens leur dire. Je viens leur dire, il se peut qu'on soit agressé, il se peut qu'un adulte de confiance, quelqu'un que tu connais, quelqu'un que tu aimes, t'agresse. Ça peut arriver, c'est possible. Voici ce que tu dois faire si ça t'arrive. Et il se peut que l'adulte à qui tu en parles ne fasse rien pour t'aider. Parce que 80% des personnes à qui un enfant révèle des violences ne fait rien pour l'aider, ne protège pas l'enfant. Donc ça, c'est une information qui est importante de leur dire. Il existe des adultes défaillants. Il existe, et donc on va amener les enfants à développer leur esprit critique. Qu'est-ce qui est OK ou pas OK de faire pour un adulte? La règle des parties intimes, c'est une règle que tous les adultes connaissent, ça on leur dit. Donc un adulte qui touche leur partie intime, c'est un adulte qui est un agresseur. En fait. Ouais. Qui est défaillant et qui est un agresseur. Exactement. Agresseur, c'est le terme. Il faut l'employer. D'ailleurs, certains emploient dans le vocabulaire entre pédocriminel, agresseur, pédophile. Ouais. Sachant que, est-ce que tu diras peut-être mieux que moi, est-ce qu'il y a des termes qui sont plus adéquats? Parce que les trois là, par exemple, les gens penseraient que c'est la même chose. Les enfants parlent beaucoup ils posent la question pédophile, est-ce que c'est un pédophile? Nous, on va plutôt utiliser le terme pédocriminel, ou même agresseur. Quelle est la différence? Philie, ça vient du grec qui veut dire aimer. Aimer les enfants, donc c'est délicat d'appeler des gens qui les agressent, des gens qui aiment les enfants. Donc c'est devenu pédocriminel. Agresseur, je trouve que c'est très bien parce que c'est très générique. Ouais, surtout que en fait, on sait par des études, par exemple dans Le berceau des dominations, un livre de Dorothée Ducy, que les agressions sexuelles sur mineurs, et particulièrement l'inceste, ce n'est pas des crimes qui sont faits par des personnes qui sont attirées sexuellement par les enfants. Ce sont des crimes d'aubaine. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui... Voilà, ils assoient leur pouvoir. C'est de la domination. Ils assoient leur pouvoir. Ils se servent des personnes de leur entourage comme bon leur semble, comme si ces personnes n'étaient rien. C'est pas des personnes qui, par exemple, consomment des images pédopornographiques, etc. Ouais. Ouais, c'est vraiment un enjeu de pouvoir. Exactement. Oui, et puis comme dit Mylan, d'aubaine, à savoir que c'est des adultes qui ont des corps d'enfants à disposition. Ils s'en servent comme des sextoys, quoi. On n'est pas du tout sur des... on a l'impression que ce sont toujours des détraqués. On a beaucoup parlé de monstres, de détraqués, Pas du tout. Les gens qui agressent les enfants sont des gens comme vous et moi, j'ai envie de dire, qui sont très sympathiques dans la vie, et puis qui, parce qu'ils ont des corps d'enfants à disposition, vont se permettre. Quand on sait que plus d'un enfant sur 10 est touché, tous les gens qui agressent ne sont pas des gens très bizarres dans la rue qu'on n'a pas envie de croiser. Non, c'est votre oncle, votre cousin, voilà, votre pote, votre patron. C'est des gens très bien insérés. Et c'est des gens connus de l'enfant, de leur entourage proche. Ouais, dans 90% des cas. Ouais. Et donc, je complète, mais Mylan en parle aussi très bien dans les séances qu'elle fait. Si ça arrive à un enfant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut parler. Oui, mais c'est pas toujours facile de parler. Et donc, c'est pas grave de pas réussir à parler tout de suite. Tu parleras quand tu pourras, tu parleras quand tu y arriveras. Parce que dire à l'enfant, il faut à tout prix en parler, ça peut aussi donner l'impression à l'enfant que s'il le fait pas, c'est de sa faute, c'est trop tard, maintenant il a rien dit, non. Ou alors, faut dire non à l'adulte qui t'agresse. Non, c'est pas facile de dire non à un adulte qui t'agresse. Si tu arrives, bien sûr, dis-le. Dis-lui non, t'as pas le droit de me toucher. Si tu arrives pas, c'est pas de ta faute. C'est exactement le sens de mon anecdote tout à l'heure, en disant que lorsque j'arrive, si je demande quelque chose à un enfant, il y a de fortes chances qu'il me donne, peu importe ce que c'est. Tu tiens quelque chose dans la main, donne-le-moi. Oui. Même si à la base c'est ton doudou et que la maîtresse ou quelqu'un le prenait. Si je suis là, on me donne cette autorité-là et c'est absolument, j'allais dire, terrifiant de savoir finalement. Mais ça, c'est lié à ta double position de prof et d'adulte. Et les enfants, ils remettent très peu les adultes en question parce qu'ils ont intégré la domination des adultes sur eux. Ils ont intégré quand un adulte il dit quelque chose, tu le fais en fait. Parce qu'il fait 2 fois ta taille, parce qu'il peut crier très fort, parce que c'est impressionnant, parce que parfois il peut te taper si tu ne fais pas. Et puis la position de prof est doublement dominante parce qu'on a l'autorité, parce qu'on sait mieux, parce qu'on apprend des choses aux enfants. Donc ça, c'est le sujet d'une autre émission. Mais remettre en question son pouvoir d'adulte sur les enfants, c'est un gros chantier. Absolument. Ouais. Absolument. Une autre idée reçue sur l'école, c'est, tu as commencé à dire un tout petit peu tout à l'heure, Lolita, c'est cette question de la masturbation. Finalement, avec les VARS, on apprendrait aux enfants à se masturber.
J'aimerais bien. Ça me fait toujours rire cette histoire parce que j'aimerais bien voir un prof qui apprend la masturbation à un élève. Vraiment, je serais très curieuse. Enfin, les profs osent même pas dire vulve. À quel moment ils apprennent la masturbation aux enfants? Enfin, donc non, on n'apprend rien aux enfants, surtout pas la masturbation, parce que personne n'a besoin d'apprendre la masturbation. C'est quelque chose qui vient en fait, parce qu'on se touche, on se découvre, on s'en rend compte. Donc personne n'a besoin de l'apprendre. Et quand on est dans les classes, par exemple au temps calme ou à la sieste avec des tout petits, on voit qu'on n'a pas besoin d'apprendre aux enfants la masturbation. Ils découvrent tout seuls leur partie intime, ils touchent, ils voient que ça fait du bien, ça les endort, ça les émeut, enfin voilà. Donc on n'a pas besoin de leur apprendre. C'est un comportement tout à fait normal. En revanche, s'il y a une inquiétude parce que le comportement était un peu étrange, comme j'en parlais sur une de mes élèves, là oui, il faut s'inquiéter, ou des enfants qui vont faire ça frénétiquement, toute la journée, tout le temps, pas que pendant le temps de sieste, faut s'inquiéter. Mais en tout cas, ils ont un rapport à leur partie intime très tôt. Ce qu'on peut leur dire, par contre, c'est que, donc, comme j'évoquais la règle des parties intimes tout à l'heure, personne n'a le droit de toucher leur partie intime. Évidemment, il y a des exceptions dont on peut parler après si on veut, mais en tout cas, leur dire que personne n'a le droit, mais que eux ont le droit. Voilà, que eux ont le droit. C'est normal de toucher ses parties intimes. Parce que parfois, comme on disait, il y en a qui disent non, ils trouvent ça dégueu, ou ils font des drôles de tête, genre ah non, on parle pas de ça, on touche pas ça à zéro, ça n'existe pas. Et non, il faut justement déculpabiliser ça. On ne va pas les encourager à le faire, puis on n'a pas besoin, on le sait. Mais par contre, on va leur dire, toi, c'est ton corps, toi, c'est tes parties intimes. Toi, évidemment, bien sûr, c'est normal, c'est toi le chef de ton corps, tu as le droit de toucher tes parties intimes. Absolument. Dans un monde où, moi c'est pour aller jusqu'au bout, mais dans un monde où on laisse les enfants finalement... Bien sûr. Je veux juste rajouter des trucs parce qu'à chaque fois on me dit qu'on l'oublie. On a beaucoup parlé voilà, d'adultes ou d'autres personnes qui voudraient toucher le corps des enfants. Maïlan en parle aussi dans ses séances, il faut le rappeler, que c'est la même chose concernant les parties intimes d'adultes. Il y a beaucoup d'adultes qui vont demander à des enfants de les toucher, eux, de toucher leur propre partie intime d'adultes. Ouais. Donc dire aux enfants que leur corps est intouchable, mais que eux ne doivent pas toucher les parties intimes d'autres enfants, et surtout pas d'adultes. Et si on leur demande ça, c'est une agression, c'est grave, il faut chercher de l'aide. Voilà, on oublie souvent ce truc-là. Et peut-être qu'on peut juste tout préciser comme ça pour les gens qui ont envie de faire de la prévention chez eux. Donc cette règle des parties intimes, les enfants ont le droit de toucher leurs parties intimes, c'est normal, c'est leur corps. Personne d'autre n'a le droit de toucher leurs parties intimes et personne en effet n'a le droit de leur demander de toucher ces parties intimes. Donc personne, c'est personne, ni les enfants, ni les adultes et ni leur famille. Il y a deux seules situations, et ça en séance on les trouve toujours avec les enfants parce que eux les devinent tout de suite, deux seules situations pour lesquelles quelqu'un peut toucher les parties intimes d'un enfant pour l'aider, seulement pour l'aider. Ces deux seules situations, c'est quand un enfant n'est pas autonome pour se laver ou s'essuyer. Ces enfants-là sont les bébés, les tout petits et certains enfants en situation de handicap. Et la deuxième situation, c'est quand un enfant a un problème au corps, quand il a mal aux parties intimes et qu'il a besoin d'être soigné. Voilà. Et là, alors, il peut demander de l'aide d'un adulte de confiance qui va l'ausculter et le soigner si besoin, ou aller voir un docteur qui va l'ausculter et le soigner seulement si cet enfant en a besoin. Voilà, donc vraiment mettre la notion de besoin au milieu de tout ça, d'aide. Moi, j'aimerais rajouter le fait que dans un monde finalement où on laisse les enfants totalement seuls avec leur propre corps, et vous l'avez dit, hein, ils seront tentés d'embrasser la tendance sociétale et de faire un peu n'importe quoi avec le corps des autres. C'est ce que vous avez dit aussi. Et dans une société qui est marquée par le patriarcat, l'hétérosexualité et l'hétéronormativité, le corps des autres, c'est d'abord le corps des femmes. C'est d'abord le corps des femmes, et à l'intérieur du corps des femmes, il y a aussi le corps des personnes racisées. Voilà. Et qu'on vit quand même dans une société où, il faut le dire, eh bien, le nombre de féminicides est en constante augmentation. Et cette année, on est en 2025, depuis le début de l'année, le nombre de féminicides est à 115, donc soit 1 tous les 4 jours. Donc on est là vraiment dans une société qui, parce que peut-être qu'on ne parle pas assez de ces rapports genrés ou non, mais en tout cas du corps des autres étant vu comme n'étant pas le corps des hommes, eh bien on se permet de faire absolument n'importe quoi avec. Et ça commence à un très jeune âge. Et si jamais il n'y a pas d'éducation, eh bien on se retrouve face à certains dangers en réalité. J'ai envie de vous faire voir une troisième vidéo pour réagir ensuite dessus, parce qu'on va vite arriver à la question de l'exposition d'une certaine jeunesse à ces questions-là. Nous, on est chez les tout-petits, mais lorsque les enfants grandissent et qu'ils ont accès notamment aux réseaux sociaux, ils peuvent tomber sur ce genre de contenu. J'aimerais que vous me disiez ce que vous en pensez après coup. Vous allez sûrement marier une Je ne suis pas un idiot au point de penser que pour la plupart, vous allez rencontrer une femme vierge.
Il y a peu de chances pour que cela arrive. Pour la plupart, vous vivez en France ou même dans des pays où, bien entendu, le féminisme a gagné du terrain. La femme que vous allez rencontrer ou même la femme que vous fréquentez à l'heure actuelle a sûrement déjà connu des hommes. Et donc, elle rentre dans la case que vous le vouliez ou non. Dans cette vidéo, je vais être vraiment très tranché. Alors, attention, les éléments que je vais donner dans quelques instants ne garantissent pas à 100% la puterie de la femme qui est en face de vous ou même de la femme que vous allez rencontrer. Mais selon moi, ils sont éliminatoires. Le problème étant que lorsque je nuance mes propos, vous pensez éperdument que la femme qui est en face de vous est une exception. C'est Alex, oui, mais tu as dit que ce n'était pas toutes les femmes. Oui, mais Alex, peut-être que la mienne est spéciale. Oui, mais Alex, la mienne a l'air vraiment spéciale. Non! C'est une et je vais te dire pourquoi. Vacances toute seule, c'est une vacances avec ses amis, trop souvent, c'est une beaucoup d'amis garçons, c'est une alcool, cigarette, c'est une soirée, c'est une c'est aussi simple que cela. Pardon. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est très drôle, on dirait une caricature, hein, vraiment. Le monde est très simple avec ces gens-là. Non, c'est très drôle et en même temps c'est dramatique parce que ce sont des gens qui sont très suivis. Tu vas peut-être rappeler le nombre de followers que ce monsieur a. Ça, c'est dans plus de centaines de milliers, parce que ça dépend des réseaux sociaux. Mais ils sont très écoutés, surtout très suivis par des jeunes, et surtout très suivis par des jeunes garçons qui sont en construction, qui sont peut-être attirés par des filles, et ils ne savent pas trop comment s'y prendre. Et donc ils cherchent un peu des mentors, des figures qui les rassurent, et puis ils tombent sur ce monsieur qui a une vision extrêmement misogyne du monde, et qui peut-être donne des réponses que ces garçons vont prendre en compte. Et ça peut avoir des conséquences dramatiques, comme on le voit dans la série Adolescence, où un jeune garçon tue une fille, influencé par ce genre de discours. Donc c'est dramatique et c'est un argument massu pour qu'on fasse cet enseignement dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées. Parce que ces gens-là sont regardés, ils n'ont aucune contradiction, hein, évidemment, c'est le principe, ils sont sur leur réseau. Donc il faut parler, je pense qu'il faut passer ces vidéos dans les lycées. Il faut passer ce mec-là dans les lycées et puis avec des profs, des psys, des médecins, commenter, enfin des éducateurs aussi tout simplement, pas besoin d'avoir 40 000 diplômes. Commenter, ok, vous en pensez quoi? Qu'est-ce qu'il raconte? Ça s'appelle comment? Il faut désamorcer en fait. Parce que moi j'ai découvert cette personne et d'autres de cette sphère qu'on appelle masculiniste il n'y a pas très longtemps, et en fait je trouve ça effrayant pour de jeunes hommes en l'occurrence, évidemment pour les filles, les femmes qui sont aussi exposées par ricochet, parce que je me dis que peut-être que si j'avais 16 ans aujourd'hui et qu'effectivement j'étais dans la situation que tu as dépeinte tout à l'heure, à savoir je suis intéressé par les filles mais finalement je ne sais pas comment faire et c'est une personne qui est plus âgée que moi et qui a l'air d'en imposer, eh bien je serais peut-être tenté de suivre ses conseils et de penser que c'est comme ça que ça se passe. Mais il faut des gens autour de moi qui puissent, et d'autres modèles en réalité, d'autres discours d'hommes qui puissent aider justement à dire mais la réalité c'est pas ça hein, les gars. Moi je vais au bout de son discours, si toutes les femmes sont des putes, les hommes qui sortent de femmes qui les ont portées pendant leur grossesse sont forcément des fils de pute. Donc on va au bout du process et en fait on se rend compte que c'est du n'importe quoi. Mais si jamais on ne dit rien, eh ben, on se retrouve juste avec des jeunes enfants, des adolescents qui sont exposés à ce genre de discours et qui en définitive, et on l'a vu très récemment, ici en France et autre part dans le monde, des enfants qui vont passer à l'acte parce que ils vont se retrouver dans une situation où finalement ils vont vouer une haine à la gente féminine. En tout cas, ouais, il est indispensable qu'on ait ces débats-là dans les écoles. On ne peut pas laisser les enfants derrière leurs écrans ingurgiter ce genre de propagande, de haine, sans être là pour eux, en fait, et ouvrir des débats et avoir des discussions à l'école. Ouais. Il y a 98% des enfants qui sont dans les écoles, donc il faut qu'on soit là pour eux, il faut qu'on s'en charge. Ça peut donner vraiment lieu à des drames, en fait. Là, on rigole parce que c'est tellement caricatural que ça donne envie de rire. Mais ça fait écho chez plein de jeunes qui sont mal dans leur peau. Et puis ça peut conduire à des féminicides. Voilà, il y en a plus de 200 par an, donc c'est dramatique en fait. Absolument. Absolument. En tout cas, moi, pour m'amuser et savoir exactement ce qu'il en était, je suis parti chercher dans les programmes, je les ai lus et tout, 40 pages, hein, je crois, un peu plus de 40 pages. Je suis allé chercher quelques mots, justement, comme fellation, sodomie, sexe, en l'occurrence, et voir si jamais c'était vraiment dans les programmes et le nombre d'occurrences. Et j'ai trouvé 16 fois le mot sexe dans les programmes. Sauf que c'est pas du tout comme on l'entend. En réalité, le mot sexe, lorsqu'il intervient, c'est à des moments particuliers. Par exemple, on en parle lorsqu'il faut faire la différence entre sexe et genre.
Voilà, parler de l'égalité qui est visée par cet enseignement. On en parle aussi en 4e lorsque on essaie de sensibiliser au fait qu'il existe des personnes dites intersexes. Ce qu'on appelle les intersexes, c'est une manière de décrire en fait les caractères sexuels biologiques d'un individu, c'est-à-dire ses organes génitaux, ses taux d'hormones, ses chromosomes, lorsque ces caractères ne correspondent pas aux deux canons qu'on a de la féminité, et du féminin et du masculin. Donc il existe plein de types différents d'intersexualité en réalité. Mais c'est quelque chose qui... c'est des personnes qui ont toujours existé. Et si on voulait aller plus loin, on n'a pas beaucoup de temps parce qu'on arrive au bout de l'émission, mais on pourrait parler du cas d'Abel Barbin, je ne sais pas si ça vous parle. C'est une personne qui, au 19e siècle, a découvert très tardivement, à l'âge de 22 ans, qu'il avait été sexé de la mauvaise manière. C'est-à-dire qu'il était considéré étant une femme, et à 22 ans, il s'est rendu compte qu'en fait, lors d'un examen chez le médecin, qu'il avait ses organes génitaux masculins qui étaient descendus. Et c'est une situation qu'il a très mal vécue, et ça se termine très très mal, parce que en définitive, il s'est ôté la vie par suicide, mais son exemple est parlant, parce qu'il a été mis en lumière ensuite par Michel Foucault, par d'autres personnes qui sont intéressées aux écrits et à son histoire. Mais c'est pour dire qu'en fait, ces personnes-là ont toujours existé. Là, on parle du cas français, mais dans toutes les civilisations, en réalité, ces personnes-là ont toujours existé. Et encore une fois, ne pas en parler, ça n'est pas se rendre service, parce qu'en réalité, on ferme les yeux sur des réalités qui sont autour de nous. On ne sait pas qui est à côté de nous et qui pourrait être dans cette situation. Et les VARS servent aussi à ça. Non pas à pousser les gens à faire telle ou telle chose, encore une fois, mais juste les laisser voir le monde tel qu'il est. Et puis aussi, c'est vrai, parfois, leur ouvrir les yeux sur des options qui s'offrent à eux, et qui sont des réalités et qui ne sont pas des choses qui sont condamnables en réalité. Voilà. Oui, ne pas parler de tout ça, en fait, c'est mettre des gens dans le placard. De force, c'est mettre des gens dans le placard. Et c'est des gens qui sont en grande souffrance. Quand on ne peut pas être qui on est, quand on ne peut pas exister comme on le ressent, si ça fait de mal à personne d'autre, j'entends, ça crée beaucoup de souffrance. Donc évidemment, il faut parler à tous les enfants. Et ces enfants-là en font partie. En réalité, ce que j'allais dire, c'est que dans les voies légales, à l'école, on a des choses, on est un tout petit peu outillé. À savoir, il existe l'information préoccupante, il existe le signalement, mais dans la pratique, en réalité, moi j'ai l'impression que les VAR, c'est quelque chose qui s'impose à nous dans des petites situations. Dans des petites situations d'interaction entre les enfants. Moi, il n'y a pas très longtemps, j'étais dans une école, en remplacement, en fait, dans la cour de récréation. Il y avait une situation où, à un moment donné, il y avait un attroupement d'enfants à un endroit donné. Donc j'y vais, parce que ça ne me semblait pas très normal, et en fait, je me rends compte qu'il y avait tout un tas d'enfants qui étaient juste sur un seul enfant. Donc je les fais s'écarter, et puis je vois qu'au milieu, en fait, il y a un petit garçon. Et le petit garçon, je lui demande ce qu'il fait là. Il avait l'air très très mal, il me dit, en fait, tout le monde était autour de moi parce qu'il voulait me forcer à aller dans les toilettes des filles. Je dis, mais pourquoi? Il me dit, parce qu'il y a une fille là-bas qui m'attend et elle voudrait que je l'embrasse. Je dis, mais toi, t'es d'accord? Il me dit, non, pas du tout. Et du coup, tu vois, souvent, tout à l'heure, on a parlé des chiffres en parlant des agressions sexuelles et que c'était les garçons qui les commettaient à plus de 90%, mais on se rend bien compte qu'il y a aussi ça. Là, en l'occurrence, c'était un garçon qui était dans une situation où le groupe avait décidé en fait que lui allait commettre une action pour laquelle il n'était absolument pas consentant en réalité. Et j'ai l'impression que les VARS, souvent, s'imposent à nous dans des petites situations comme ça. On n'est pas toujours dans le cas d'une information préoccupante où un enfant va venir nous voir et nous dire quelque chose qui est absolument explicite, mais au contraire, on est tout le temps sur le qui-vive en fait, en se disant mais est-ce que j'ai bien compris là? Est-ce que tu étais vraiment d'accord? C'est répéter ça tous les jours, dans plein de petites situations du quotidien. Il y a des enfants qui jouent à chat fessé, c'est un chat où on se tape sur les fesses. Dans toutes ces petites situations-là, répéter les règles, rappeler la règle du consentement, rappeler la règle des parties intimes, rappeler que les filles ont autant le droit que les garçons de faire ceci, cela. Et c'est vrai que ça peut paraître impressionnant d'imaginer ça comme un enseignement avec des grosses séances qui abordent plein de sujets difficiles, mais en fait, effectivement, rien que dans le quotidien, tout ça, ça peut être abordé de façon quotidienne. Oui, c'est ça, on se fixe beaucoup sur ces 3 séances par an. En vrai, comme tu le racontes, les VARS, on est censé en faire tous les jours, en réagissant aux situations qui se passent en classe, dans la cour. Des situations de non-consentement, d'agression entre enfants, d'enfants qui ont des émotions qui les débordent, d'enfants qui s'expriment leur amour. Ça arrive tout le temps. Donc en fait, les VARS, on doit en faire tous les jours. C'est pour ça que je pense qu'il ne faut pas, comme tu dis Marilyn, il ne faut pas se crisper sur « faut à tout prix que je fasse mes 3 séances, etc. » En fait, si tu parles d'égalité tout le temps, de consentement tout le temps, tu en fais. Donc pour moi, il est moins question de faire ces 3 séances que de former les profs. Vraiment, c'est indispensable de former les profs, d'avoir des associations agréées qui peuvent intervenir dans les établissements pour être sûr que tous les enfants vont être à un moment
et le plus tôt possible, et le plus souvent possible, pardon, exposés à ces informations. Voilà, que ça dépendra pas de leur prof. Parce que si un enfant ne croise jamais un prof dans toute sa vie qui lui parle de consentement ou de prévention des violences ou de harcèlement ou de LGBT, c'est un enfant qui va passer entre toutes les mailles des filets, qui va peut-être souffrir. Donc être sûr que plus il y aura de profs formés, plus il y aura d'assos agréés et financés, plus les enfants vont être massivement informés, protégés et touchés. Absolument. Et j'ai envie de rajouter le mot confiance en disant qu'il faut que les enseignants soient formés par des membres de confiance. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il n'y a pas très longtemps, j'ai appris qu'un conseiller pédagogique était censé former toute une cohorte d'enseignants sur ces questions-là, qu'en fait il avait été épinglé parce qu'il avait des fichiers pédopornographiques dans ses documents. Donc ce genre de choses fait que forcément, au bout de la chaîne, certains parents qui sont une minorité, on l'a dit au départ, en fait vont avoir un écho plus important parce que ça jette l'opprobre sur toute l'institution et même sur celles et ceux qui auraient la bonne volonté ou qui feraient les choses correctement. Donc il faut être formé, ça c'est sûr et certain, mais il faut être formé par les bonnes personnes et ne pas mettre en contact les mauvaises personnes avec ce type de public, tout simplement. Voilà. Est-ce que vous avez un dernier mot peut-être pour nous? Moi, juste encourager tous les profs, les adultes à s'y mettre en équipe. C'est très dur de se lancer tout seul et à se faire confiance, en fait, sur le fait qu'on est légitime à poser ces mots-là, à dire ces choses-là aux enfants. Il n'y a pas que les parents qui éduquent, même si évidemment ce sont des éducateurs, mais on est ensemble, en fait. Ce n'est pas les parents contre les profs. On est ensemble, on a tous le même intérêt, à part certains, de protéger les enfants. Et donc, on est quand même plus nombreux. Je pense que les gens qui sont contre ou les gens qui agressent les enfants, on est plus nombreux, on a l'avantage du nombre. Donc, il faut qu'on se soutienne les uns les autres. Les parents soutiennent les profs cherchent le soutien des parents. Et puis, il faut y aller parce que c'est vraiment des questions... On n'est pas sur... c'est pas la cerise sur le gâteau, en fait, cet enseignement. On est sur des questions primordiales. Il s'agit de protéger les enfants, de leur vie, de leur intégrité physique. Donc, il y a urgence. Absolument. Et c'est d'ailleurs le sens des programmes d'y aller quelque part main dans la main avec les familles, pas les uns et les autres, chacun de son côté. Écoutez, merci beaucoup pour vos interventions, merci pour votre présence, merci pour ces échanges. J'espère que, je suis certain que l'épisode va faire parler, va plaire. Et j'ai hâte d'avoir les retours. Encore une fois, merci d'avoir été là. Merci à toi. Avec grand plaisir. Cette émission touche à sa fin. Dans un contexte où, nous l'avons expliqué en introduction, certains parents se sentent dépossédés d'un droit qu'ils aimeraient pouvoir davantage revendiquer et exercer, les VARS restent un sujet sensible, voire tabou pour beaucoup, notamment compte tenu de ce qu'ils imaginent, d'une sexualité qu'ils ont vécue, voire subie, compte tenu en tout cas d'une sexualité désormais projetée. Dans ce contexte de crainte, jusqu'au sein de l'institution, légitime d'ailleurs, mais aussi de fantasmes en tout genre, il faut le dire, la binarité a ce caractère rassurant que toutes et tous nous recherchons. Blancs et noirs, hommes et femmes, gentils et méchants, adultes et enfants, inexistants. Inexistants car, les enfants le disent eux-mêmes, selon Anaïs Singal, chargée de plaidoyer chez SIDAction, 88% estiment que leur entrée dans la vie sexuelle en aurait été facilitée si une plus grande prévention leur avait été prodiguée. Or, et nous l'avons également vu, les enjeux pour des élèves victimes d'abus dans le cercle familial, où l'apprentissage de la notion de consentement éclairé dès le plus jeune âge, permettent de réduire les risques d'abus. Cependant, et évidemment, à la lumière de certaines statistiques que nous avons évoquées, nous devrions comprendre que ce n'est pas assez, et que la question de la protection de l'enfance, bien qu'investie par l'État, reste bien trop fragile au niveau des résultats. Ça aussi, les enfants nous le disent. Certains d'entre eux, en proportion croissante, se sentent si peu à leur place, si peu écoutés, si peu considérés, et dans une telle souffrance qu'ils en viennent à songer à l'irréparable. Selon la Haute Autorité de Santé chez les jeunes, le suicide est ainsi la deuxième cause de mortalité. Tous ces signaux, je crois, sont des sonnettes d'alarme tirées par les concernés pour que nous changions de paradigme de questionnement. Maintenant que c'est dit, par eux et pour nous, et si au lieu du pourquoi on se demandait plutôt comment mieux accompagner nos enfants vers un monde loin d'être absolument binaire, mais empreint de toutes les nuances propres à la réalité, car il en va de l'avenir de nos sociétés. J'aimerais beaucoup savoir ce que vous en pensez. Alors n'hésitez pas à vous exprimer en commentant, en nous contactant, en partageant aussi. En attendant, je vous remercie de m'avoir écouté. C'était Histoire extrascolaire. À bientôt pour un nouveau numéro. Allez, salut.